aujourd'hui, nous parlerons de la Journée internationale de la Terre et de son thème « Stopper la pollution plastique ». Bonjour. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Vous avez de bonnes nouvelles pour nous? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la Journée de la Terre, donc malheureusement il y aura une partie bilan un petit peu de ce qui s'est passé. Et une fois de plus, on va présenter des informations qui sont alarmistes, mais on présente ces informations qui doivent vraiment nous interpeller parce qu'on cherche les solutions qui vont aller avec. Donc la Journée de la Terre, c'est important pour vous? La Journée de la Terre, vous l'avez très bien dit en introduction, c'est la première journée de sensibilisation internationale sur tout ce qui nous entoure en matière d'environnement, en matière même de développement durable. Et donc son importance, c'est qu'elle nous permet de réunir pratiquement toutes les sciences du climat, comme on l'a vu tout à l'heure avec des activités qui ont eu lieu à Korogo sur agriculture et développement durable, les sciences de la forêt. Tout à l'heure dans le journal, on avait encore une autre activité sur l'OIPR et la protection du parc. Donc la Journée de la Terre, c'est là où toutes les sciences du développement durable vont se réunir. Et c'est important pour nous parce que ça nous permet de faire un petit peu le bilan, la synthèse. Et force est de dire que malheureusement, on ne va pas assez vite pour répondre aux défis qui nous font face aujourd'hui. Mais comment est née cette journée? Alors cette journée, elle est née en 1970 et d'ailleurs la particularité de la chronique d'aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de regarder, puisque c'est une journée internationale, ce qui avait été diffusé un petit peu à travers le monde et on a préparé plusieurs petites capsules vidéo. Et la première capsule vidéo d'aujourd'hui, justement, qui va être diffusée, c'est une capsule qui vient des États-Unis, qui nous parle de la naissance de la Journée de la Terre, qui vient de démarrer maintenant. Alors, naturellement, c'est une capsule qui va être en anglais, qui a été faite par Fact Scribbler, qui a été publiée il y a quelques jours. Et cette capsule, leur animation, va vous expliquer qu'est-ce que la Journée de la Terre. Donc, cette journée elle a été créée pour créer une grande sensibilisation en matière d'environnement. Elle a eu lieu pour la première fois, première manifestation en 1969, et c'est en 1970 que les États-Unis ont décidé de faire cette Journée de la Terre. Les deux fondateurs, c'est assez intéressant parce que c'est avant tout un mouvement politique qui a eu lieu, et elle voulait surtout sensibiliser les gens sur les dangers de la pollution aux hydrocarbures, les dangers de la pollution industrielle, surtout le respect un petit peu des ressources en termes de matières premières, l'usage des pesticides, les risques d'extinction sur les espèces et naturellement la protection de nos planètes. Et donc en 1990, cette Journée de la Terre qui était d'abord américaine est devenue une journée internationale par les Nations Unies. Et 141 pays se sont impliqués dans cette célébration avec pratiquement 200 millions de personnes chaque année qui travaillent dessus. Mais le message le plus important de cette émission YouTube, entre guillemets, c'est de nous dire ce n'est pas le 22 avril seulement qu'il faut penser à la Terre. Chaque jour est une journée de la Terre et chaque jour nous devons prendre soin de cet habitat qui nous héberge. Parce que nous n'avons pas une autre planète et si nous ne savons pas en prendre soin, nous allons modifier complètement notre cadre de vie. Et mais depuis la première journée, qu'est-ce qui a été fait? Alors, déjà, ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est ce qui était le bilan de la première Journée de la Terre. Vous avez vu que ce mouvement était né aux États-Unis et à cette époque-là, il y avait un tout début de conscience environnementale, de conscience écologique. Et il n'y avait pas de loi pour protéger l'environnement à cette époque. Donc ces premières manifestations déjà ont entraîné pratiquement plusieurs millions de participants, de manifestants dans les rues aux États-Unis. Et c'était quelque chose d'aussi important par exemple que les manifestations que l'on avait pour le respect des droits des Afro-Américains aux États-Unis. Et on était sous l'administration Nixon à cette époque-là. Et automatiquement, en réaction à cette Journée de la Terre, vous avez plusieurs lois fédérales qui ont été prises par le gouvernement fédéral des États-Unis. Justement, loi de protection de l'air, loi de protection de l'eau, loi de protection des espèces en voie de disparition aux États-Unis. Et c'est aussi à cette époque-là qu'a été créée par les États-Unis l'Agence de protection de l'environnement. Donc on voit bien, le bilan immédiat était quand même très positif. C'est des manifestations, grande prise de conscience et tout de suite des réponses dans la gouvernance par l'État, des lois, une agence de protection pour l'environnement. Alors, c'est un peu paradoxal, hein? La Journée de la Terre est née aux États-Unis. Et cela ne manque pas de nous rappeler que les États-Unis veulent quitter l'accord de Paris. C'est tout le paradoxe un petit peu de ce dimanche 22 avril, c'est qu'on sait que c'est vraiment aux États-Unis qu'est né ce mouvement de conscience et que sont aussi nées de nombreuses solutions qui nous ont éclairé un petit peu sur les voies qu'il faut que l'on prenne. Ça fait quand même 48 ans qu'on sait que quelque chose se passe et 48 ans qu'on voit des solutions se mettre en place sur la route. Et puis subitement, on voit aussi que les États-Unis veulent quitter l'accord de Paris, donc veulent quitter le grand mouvement international de lutte contre le changement climatique. Mais
Ce qui est intéressant aussi dans la gouvernance des États-Unis d'Amérique, c'est que vous avez un gouvernement fédéral avec un président et puis quelques secrétaires d'État qui chapeautent un petit peu la loi fédérale, mais vous avez aussi plusieurs États et chacun de ces États a sa propre politique. Et de nombreux États, comme la Californie, ont dit peut-être que le gouvernement fédéral veut quitter l'accord des États de Paris, mais nous, Californie, nous y resterons. Vous avez des entreprises qui ont aussi dit, ben, nous, entreprises américaines, peut-être que le gouvernement fédéral veut quitter l'accord de Paris, mais nous, entreprises, nous ferons exactement comme s'il était applicable aux États-Unis et nous ferons les efforts nécessaires de lutte contre le changement climatique. Donc, il y a une voie politique qui est mise en œuvre par les États-Unis. Dieu merci, une fois de plus, les citoyens ont pris les choses en main et cette grande direction continue un petit peu à avancer. Il y a de bonnes perspectives. Il y a de bonnes perspectives quand on voit le bilan de ce qui est fait, mais il est vrai aussi que quand on rentre dans le champ des grandes négociations climatiques, et quand on verra un petit peu tout à l'heure aussi le bilan de 48 ans, entre guillemets, de sensibilisation sur l'environnement, il est toujours impératif de prendre conscience des enjeux et il est surtout plus qu'impératif, comme le disait un des chercheurs dans le reportage de notre journal, les solutions existent, il est impératif que nous les mettions à la disposition des populations. Les gens lettrés ont accès à l'information, faisons en sorte qu'elle arrive jusqu'aux personnes qui malheureusement n'ont pas toujours accès à la télévision ou n'ont pas toujours accès à la littérature. Et 48 ans, quel serait le bilan depuis la première journée de la Terre? Eh bien, c'est le type d'information que je n'aime pas du tout vous proposer parce que c'est encore des chiffres, j'ai envie de dire, qui sont anxiogènes. Et vous allez voir, là, c'est une deuxième vidéo qui a été préparée par le Muséum d'histoire naturelle des États-Unis qui dresse un petit peu le bilan 48 ans plus tard. Alors ça, Muséum d'histoire naturelle, ça a été fait en avril 2018 spécialement pour la journée de la Terre du 22 décembre. Et vous allez voir le bilan en gros. Alors de nouveau, j'insiste, oui, c'est grave, mais surtout, prenons conscience des défis pour apporter des solutions. Donc, entre 1970 et 2018, la population a été multipliée par 2. Nous avions 3,7 milliards d'habitants sur Terre. Nous sommes aujourd'hui 7,6 milliards d'habitants sur Terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous produisons 21% de plus de gaz polluants dans l'atmosphère qu'il y a 48 ans. Nous consommons 60% de plus de nourriture, nous consommons beaucoup plus de fuel et regardez, plus 495% d'augmentation des voyages. Ce qui fait qu'entre 1970 et 2018, les émissions de gaz à effet de serre sont de 1,2 milliard de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez 93% de cette chaleur qui a déjà été absorbée par les océans. Et si les océans commencent à augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez naturellement une augmentation de la planète déjà de 0,6 degrés Celsius minimum qui est constatée à l'échelle mondiale. On se rend compte en ce qui concerne donc la fonte des glaces, glaces de terre, glaces de mer, que 13,2% par an de nos glaces disparaissent tous les 10 ans. Ici, c'est une animation sur l'élévation du niveau de l'océan, déjà 14,4 cm d'élévation du niveau de l'océan. En termes de vie animalière, ici on parle du corail, vous avez 50%, la moitié du corail sur la planète qui a déjà disparu, qui a déjà été perdu. En termes de matière plastique, on se rend compte que la population mondiale crée 15 fois plus de plastique. Et malheureusement, ces plastiques, qu'est-ce que nous en faisons? Nous les jetons. Et vous vous rendez compte que vous avez 150 millions de tonnes de plastique qui ont déjà été accumulées dans les océans. Et là, on nous dit, pour rire un petit peu, hein, c'est comme si c'était 80 fois la taille de toutes les grosses baleines que vous aviez dans l'océan. Donc, ça vous montre quand même que nous avons un impact qui est très important. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire en matière d'environnement. 90% du stock des ressources halieutiques a disparu de l'océan. Et on est dans un état de surpêche, et vous avez déjà aujourd'hui des pêches qui sont extrêmement difficiles, comme le requin, comme le thon. Et je suis sûr que si vous posez la question aux pêcheurs de Grand Laou, aux pêcheurs de Grand Bassam, aux pêcheurs de Mohamed, ils vous diront tous la même chose. Quand on tire les filets, il n'y a presque plus rien dans la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Ce bilan mondial est alarmant. Il est alarmant. Et la Côte d'Ivoire alors? Alors ça, c'est vivement qu'on passe à des nouvelles positives. Malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on va dire? On a déjà fait un petit peu le bilan ici. On s'est rendu compte, vous vous souvenez, on avait montré la carte de la déforestation. La Côte d'Ivoire n'a pratiquement plus de forêts pour des raisons d'agriculture, pour des raisons de développement. On a dû sacrifier nos forêts, mais il ne nous en reste plus. Donc, de nouveau, la Côte d'Ivoire a eu le taux de déforestation le plus élevé de la planète entre 1990 et 2015. Le plus élevé de la planète. Je veux dire, il faut prendre conscience un petit peu de ce genre de choses. C'est alarmant. C'est alarmant, et vous venez de le dire. Donc, le bilan que l'on fait, quand on regarde tous ces faits, tous ces chiffres les uns après les autres, vous regardez les résultats de la pêche, vous regardez l'évolution de la pluviométrie. La Sodexam était passée la semaine dernière, on voit que la pluie n'a toujours pas retrouvé l'intensité en termes de durée dont nous avons besoin. Donc oui, le bilan est alarmant, mais
ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Et je reviens encore, j'ai adoré le journal de tout à l'heure qui est passé à la télévision, puisque vous avez eu 2 émissions de sensibilisation sur les enjeux du développement durable et les enjeux du changement climatique. Donc là, ouais, je reprends le sourire. Après le bilan alarmant, le plus important, c'est que nous savons, nous agissons. On a vu agriculture et changement climatique dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important d'apprendre aux paysans ces nouvelles pratiques agricoles qui vont respecter l'environnement, puisque vous avez bien vu que l'environnement n'est pas en bonne santé. Donc, et les paysans savent encore mieux que quiconque quels sont les marqueurs de l'environnement qui montrent que oui ou non, la production est en train de fonctionner. Donc, le plus important pour nous, c'est, on connaît les défis, il faut les voir les yeux, vraiment droit dans les yeux, voir ce qui est en train de se passer. Et le plus important de tout, c'est l'alliance du politique, du secteur privé et de la société civile pour apporter le plus vite possible des solutions qui vont nous permettre de changer un petit peu ces choses-là. Et je fais encore un dernier petit point. Vous avez vu que pratiquement 90% de la ressource halieutique, donc les poissons dans l'océan que nous pêchons, a quasiment disparu. Mais dans ce cas-là, faisons simplement des aires de repos où la pêche sera interdite, où on mettra des coraux artificiels, où on mettra des habitats artificiels pour les poissons, où ils iront se reproduire, où on les protégera sans pêche, et quand ils seront grands, ils quitteront ces habitats artificiels, ils iront dans les zones de pêche et nous pourrons les pêcher. On sait ce qui ne va pas, on sait ce qu'on doit faire. De grâce, faisons-le le plus vite possible. Et vous nous proposez même une vidéo sur la pollution plastique des océans. Oui, absolument, parce que le thème de la Journée mondiale de la Terre 2018, c'est « Arrêtons la pollution plastique ». Et la pollution plastique, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien en Côte d'Ivoire et aussi un sujet sur lequel on est actif, puisqu'il y a une loi contre la production des sachets plastiques. Elle se met en place progressivement. Certains acteurs ont arrêté pour passer aux sachets papier. D'autres acteurs continuent avec les vieux sachets en plastique noir. Bien sûr, quand ils verront toutes ces informations, j'espère qu'ils changeront de comportement. Et donc, les sachets plastiques ou les déchets plastiques sur Terre, on les voit. Mais là, le but du jeu, c'est de vous montrer dans cette 3e vidéo qu'est-ce qui se passe avec les déchets plastiques dans l'océan, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Cette vidéo donc, nous vient un petit peu, c'est un mélange qu'on a fait, ça vient des Nations Unies dans un premier temps. Chaque année, l'homme produit 300 millions de tonnes de plastique. Et voilà ce qui se passe sur nos plages. Vous avez des déchets plastiques qui sont des sacs plastiques, des bouteilles de plastique. Et tout ça, si on a de la chance, ça va finir dans des décharges. Mais malheureusement, on se rend compte que parfois, les gens n'ont pas toujours le bon comportement. Ici, vous avez une décharge plastique, donc naturellement, les gens vont pouvoir récupérer ce plastique et le recycler. Mais lorsqu'on a des personnes qui vont jeter le plastique dans la plage, voilà exactement ce qui se passe. Votre bouteille plastique va se retrouver tout simplement à dériver et vous vous rendez compte qu'avec les courants qui vont se former, elles vont d'abord se concentrer dans certains endroits, elles vont même former des continents de plastique et au bout d'un moment, avec quelques petits courants, elles vont continuer à se déplacer tout le long de la planète Terre. Et vous savez qu'un plastique, il faut 400 ans pour qu'il se détruise s'il n'est pas préparé. Et aujourd'hui, vous avez 7 continents de plastique, entre guillemets, qui se sont formés dans l'océan. Et le plus important de tout, c'est le continent dans le Pacifique Nord. Mais vous voyez que chacune de taches bleues, ce sont des endroits où les courants de l'océan sont en train de se réunir. Et vous avez donc des déchets plastiques en forte quantité qui sont en train de se réunir. Et ça, c'est une vidéo qui a été faite par Rich Horner, donc, qui est un plongeur qui était là à Bali. Et vous savez que Bali, ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les plages de rêve sur notre planète. Et ce monsieur, en fait, il était parti faire des études sur le comportement du corail. Et en nageant, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Il a pris conscience de l'état de la pollution plastique dans les océans. Alors, vous voyez ici une raie manta, mais quand tous ces poissons ou toutes ces tortues sont en train de nager dans les océans, ben, qu'est-ce qui se passe? Parfois, elles vont se retrouver prisonniers dans les sachets plastiques. Et même il y a quelques semaines de ça, on a retrouvé un cachalot qui était mort sur les plages. Et à l'intérieur de l'estomac de ce cachalot, quand on voulait comprendre pourquoi est-ce qu'il était mort, on a retrouvé 29 kilos de plastique dans son estomac. Et il était simplement mort d'une inflammation due à l'absorption des matières plastiques. Donc, jeter quelque chose dans l'océan, ou c'est comme jeter quelque chose dans les caniveaux à ciel ouvert de la Côte d'Ivoire, ça disparaît peut-être de vos yeux, mais attention, ça rentre quelque part, ça va s'accumuler quelque part et ça aura des conséquences quelque part. Et on a vu aujourd'hui, vous avez une quantité vraiment trop importante de plastique dans l'océan. On a, je crois, celui qui se trouve au niveau du Pacifique fait quasiment 3 fois la taille de la France. Imaginez 3 fois la taille de la France de plastique au milieu des océans qui tournent en rond, avec parfois des épaisseurs qui sont quand même de plusieurs centimètres et qui sont extrêmement denses. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter la pollution plastique. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Il faut arrêter la pollution plastique pour la sauvegarde de l'environnement. On vous retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Ça marche, avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. On part pour la pub et on se retrouve pour la suite.